Nous avons parlé la semaine dernière du système de défense, du dôme de fer et du défense active du Trophy qui fête leurs 10 ans sur le terrain. Cette semaine, l'armée israélienne présente ses dernières trouvailles. Un système plus avancé du dôme de fer et surtout un obus de mortier de 120 mm de précision, guidé par laser et par GPS, et capable d'atteindre une cible située à plusieurs kilomètres avec un degré de précision justement de 10 mètres de diamètre. Son nom, le dard de fer. Attention, ça s'énerve dans ce secteur du Proche-Orient. Abraham Cohen, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes le frère d'Eli Cohen. J'aimerais vous poser une première question après les récentes déclarations exclusives du Premier ministre Benjamin Netanyahu à nos antennes d'I24 News, selon lesquelles, effectivement, il y a une demande israélienne auprès de la Russie pour chercher la dépouille de votre frère Eli en plein cœur du camp de réfugiés de El Yarmouk, au sud de Damas, dans la région de Damas. Vos premières impressions, vos premières déclarations? J'ai entendu le Premier ministre parler à l'occasion d'une journée de commémoration en mémoire des agents de renseignement portés disparus sur un site de commémoration situé près de Tel Aviv. Il y avait peu de participants. Le Premier ministre s'est exprimé en vidéoconférence à travers de grands écrans. Au départ, il a parlé d'une façon très générale des agents tombés pour le pays et de leur importante contribution à l'État d'Israël. Pourquoi on vous a demandé cette année de réciter la prière sainte du Kaddish? Pourquoi cette année et pas les autres années? Je ne voudrais pas entrer là-dedans, car je sais que c'est un peu politique et je préfère rester à l'écart. Pour moi, Eli dépassait la politique. Il n'appartenait ni à la droite, ni à la gauche, ni au centre, mais à tout le peuple d'Israël. Et il a demandé dans sa dernière lettre, qui fut adressée à son épouse Nadia, à ce qu'elle garde de bonnes relations avec ses parents, les parents d'Eli, et qu'ils restent toujours unis. En réalité, ce message n'était pas seulement adressé à la famille. Hélas, je pense que ce à quoi nous assistons aujourd'hui en Israël reflète tout sauf l'unité. Alors revenons à cette soirée où vous disiez que le Premier ministre a mentionné le nom de votre frère. Pourquoi ? Il a affirmé qu'il faisait des efforts pour rapatrier les dépouilles des disparus. Et il a mentionné le nom d'Eli Cohen. Il me semble vous avoir envoyé cet enregistrement. Cela m'a d'ailleurs étonné qu'il aborde le sujet. C'est pourquoi, dès qu'il a commencé à en parler, je me suis mis de côté et j'ai commencé à enregistrer le discours jusqu'à ce qu'il m'ait invité à monter à la tribune pour lire le Kaddish. Avant de monter, j'ai filmé ce qui a été diffusé sur le grand écran et j'ai été étonné d'entendre mentionner le nom d'Eli Cohen. Il ne l'avait jamais fait publiquement jusqu'à là, que je sache. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter et on en parle juste après. Nous déployons tous les efforts nécessaires pour ramener les victimes et les disparus, y compris Eli Cohen, paix à son âme. Nous n'abandonnerons jamais personne. Et quand le Premier ministre dit à I24 News qu'il y a des recherches là actuellement, les Russes sont en train de rechercher la dépouille d'Eli Cohen en Syrie, ça vous évoque quoi? Vous ressentez quoi? Personne ne nous a parlé directement, nous apprenons tout cela par les médias. Nous entendons dire que les Russes faisaient des efforts. Je suis persuadé que les Russes font vraiment des efforts. La preuve est qu'ils ont réussi à nous rapatrier la dépouille du défunt soldat Zakaria Bomel. Il est donc plausible qu'ils soient vraiment en train d'effectuer des recherches. Je sais que par le passé, il y a eu 2 tentatives visant à rapatrier la dépouille d'Eli de Syrie à travers le Liban. La première a eu lieu 1 mois après la pendaison d'Eli, d'après ce qui a été publié à l'époque dans la presse arabe, puis rapporté par la presse israélienne.
Des contrebandiers ont transféré le cercueil de Syrie jusqu'à la frontière libanaise. Vers l'aube, un berger s'est réveillé subitement parce que ses chiens s'étaient mis à aboyer. Les contrebandiers ont alors pris la fuite, abandonnant le cercueil sur place. Le berger a appelé les autorités syriennes qui ont ouvert le cercueil et qui se sont rendus compte qu'il comportait la dépouille d'Eli Cohen. Et d'après ce qui a été publié, à cette époque, la dépouille aurait été enterrée à un endroit resté secret depuis. Une tentative similaire a eu lieu en 1968 et la presse arabe en a également parlé. Abraham Cohen, on sait qu'Eli est revenu une dernière fois en Israël avant de repartir à Damas, qu'il ne voulait pas repartir à Damas. Et ce jour-là, vous n'étiez pas avec votre famille puisque vous étiez soldat. Vous ressentez quoi? J'étais à l'armée à ce moment-là. Eli était venu assister à la Brit Mila, la cérémonie de circoncision d'un nouveau-né dans la religion juive, de son fils Shaoul, qui porte le prénom de mon père. J'étais soldat en service et je n'ai donc pas pu me rendre à la cérémonie. Juste après, Eli est retourné en Syrie. Dans la famille, on raconte que pendant ces quelques jours, il était très nerveux. Ce n'était pas Eli tel que nous le connaissions. Chaque petite chose le mettait hors de lui. Il était calme généralement? Oui, il était habituellement très calme, à un tel point que lorsque l'un de ses frères se mettait en colère, il était celui qui apaisait les autres. Il était devenu quelqu'un d'autre, tout simplement. Et cela a surpris tous ses frères. Ma sœur lui avait demandé un petit service et il lui a crié dessus « Laisse-moi tranquille, j'ai les deux mains dans le feu !» Une phrase de cet ordre-là. C'est l'histoire qui a circulé. Je n'en ai pas été témoin, mais c'est ce que tous ses frères se racontaient. J'aimerais faire un bond en avant. De dizaines d'années plus tard, il y a eu un film qui a été publié tout récemment où on voit Eli Cohen en train de marcher dans les rues de Damas, assez apeuré, assez inquiet, presque énervé. Vous l'avez vu cette vidéo? Vous parlez du film que les Russes ont diffusé. Oui, je l'ai vu. Ceci étant, je précise qu'Eli était très maigre au moment où il a été enrôlé. Plus tard, à son retour d'Argentine, lorsqu'il a été envoyé en Syrie, il était plus en chair. Apparemment, on mange bien en Argentine, à moins qu'on lui ait injecté des hormones. Je n'en sais rien. En tout cas, son visage était plus rempli. Et sur cette séquence, il a l'air très maigre. Et puis, ce n'est pas sa façon de marcher. Il n'avait pas pour habitude de marcher les mains dans les poches. Si je vous montre ces vieilles photos, vous verrez qu'il avait toujours sur lui une veste et qu'il ne marchait pas de cette façon. De plus, sa silhouette était très floue. Il est difficile de certifier qu'il s'agit bien de lui. En tout cas, il y a une grande ressemblance. Et quand vous voyez ces images, pour vous, c'est qui que vous voyez? Vous voyez Kamil Amin Tabet ou vous voyez Eli Cohen? Moi, je vois toujours Eli Cohen. Il est évident que je ne vois pas Kamel Amin Tabet. Mais il est vrai aussi que je n'ai jamais su quel était son nom en Syrie au moment où il y était. Peut-être que notre frère Maurice l'ait su, mais Maurice n'a rien raconté à la famille après l'histoire de la machine à coudre qu'Eli a fait parvenir à sa femme. Maurice avait tout compris. Un mois avant la visite d'Eli en Israël, Maurice, qui savait déjà que le combattant 566, c'était Eli Cohen, a reçu de sa part un signal de détresse. Alors justement, ça sera mes deux dernières questions, Abraham. Concernant le secret, est-ce que vous espérez justement, est-ce que vous pensez que ce secret de l'endroit où se trouve la dépouille d'Eli Cohen va pouvoir être élucidé
bientôt, prochainement? Est-ce que vous avez encore l'espoir de cela? Les Syriens ont eu pour habitude de restituer les dépouilles des captifs et parfois même des captifs vivants. Pour ce qui concerne Élie, son juge avait dit de lui qu'il était un piètre espion. Alors moi, je leur demande, si vous avez restitué plein de dépouilles, pourquoi ne pas restituer celle d'un piètre espion? Manifestement, il fut tellement mauvais qu'ils ne veulent même pas restituer son corps et qu'ils s'en sont peut-être même débarrassés. Leur colère est grande contre ce piètre espion qui leur a causé tant d'ennuis, puisque grâce aux renseignements qu'il a livrés à Israël, nous avons pu conquérir le plateau du Golan lors de la guerre des 6 jours. Cela montre bien le niveau de frustration qu'Eli Cohen a provoqué chez les Syriens. Mais à mon avis, le fait que sa tombe se trouve chez eux les contrarie assez. Si cette tombe existe, bien sûr. Dernière question, Abraham Cohen. Si jamais Eli Cohen était encore en vie aujourd'hui, il serait devenu quoi? Premier ministre? Chef du Mossad? Ou alors un homme tout à fait normal? Je pense qu'il aurait été un homme tout à fait ordinaire. Merci, Abraham Cohen, de nous avoir reçus chez vous, frère d'Eli Cohen. Merci à vous. Lieutenant-colonel de réserve Saret Zahavi, bonsoir. Vous êtes la fondatrice du Centre d'études et de recherche Alma et votre credo, dévoiler les actions du Hezbollah. Alma est un centre d'études sécuritaires sur Israël dans le nord du pays. Notre objectif est de rendre public ce qui se passe au Liban et en Syrie, de l'influence iranienne dans la région. Tout ce que nous publions est destiné à un public étranger et donc diffusé en anglais. Et il semble que vos dernières recherches n'ont pas plu au Hezbollah qui a tout simplement décidé de vous désigner comme une cible potentielle en cas de conflit. Nous lui avons donné une bonne raison pour cela. Nous avons révélé 32 sites du Hezbollah, des rampes de lancement et des entrepôts d'armes et de missiles à Beyrouth. Il s'agit d'informations que nous avons trouvées sur la toile via le site Wikimapia et que nous avons analysées ensuite. Le Hezbollah s'est ensuite servi de notre savoir-faire. Ils ont utilisé notre musique, notre charte graphique et ils ont montré exactement où nous nous trouvions. C'est intéressant parce que vous êtes un centre d'études civiles, donc vous n'appartenez pas à l'armée israélienne. Il est important de préciser que nous ne savions pas si nous allions trouver ces fameux sites d'armes du Hezbollah quand nous avons lancé l'étude. Il est vrai que ce type d'information est généralement centralisé par les renseignements militaires, mais nous avons tout de même décidé de chercher et il nous a fallu du temps avant de confirmer la véracité de notre enquête. Elle a été renforcée par la publication de ces sites d'armes par Benjamin Netanyahou à la Tribune des Nations Unies. D'autre part, celui qui a géolocalisé ces rampes de lancement a procédé à toutes sortes de manipulations pour brouiller les pistes. Ce qui a achevé de nous convaincre, c'est le fait que certaines personnes ont exigé qu'on efface notre étude. Si le Hezbollah n'aime pas ce que vous publiez, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher concrètement. Le Hezbollah a beaucoup plus à cacher que ce que nous avons révélé. Pouvez-vous expliquer? Nous avons découvert des dizaines de sites cachés du Hezbollah, mais il en possède des milliers de rampes de lancement de missiles et des milliers de sites d'entrepôts d'armes qui se trouvent aux 4 coins du Liban. En premier lieu, dans les zones à domination chiite. Nous n'avons donc mis en lumière qu'une infime partie de leur arsenal caché. Donc, en résumé, si je comprends bien vos propos, vous dites que le Hezbollah se sert concrètement de la population libanaise comme d'un bouclier humain. Tout à fait, c'est sur ce modèle que l'Iran et le Hezbollah se reposent pour développer d'autres sites en Syrie. Nous avons montré que la ville frontalière de Deraa, entre la Syrie et la Jordanie, est un des exemples de l'utilisation des civils comme boucliers humains. On parle d'une immense zone civile qui sert les besoins du Hezbollah pour contrôler leur vie au quotidien et s'en servir dans un deuxième temps comme entrepôt d'armes et de missiles. Mais alors, quel est votre objectif concrètement?
Les renseignements militaires ne peuvent pas tout dévoiler pour des raisons évidentes. Si je peux révéler une information qui est déjà présente sur Internet et accessible par tous, mon objectif est donc de diffuser au plus grand nombre ce que fait le Hezbollah au cœur de la vie libanaise. Dernière question, Sared Zehavi, que ressentez-vous ou qu'avez-vous ressenti plus exactement lorsque le président français Emmanuel Macron, mais pas que, a rencontré des délégués libanais à Beyrouth? Cela m'attriste parce que c'est sympa de savoir qu'on est la cible du Hezbollah pendant 1 ou 2 jours. Cela fait parler de nous et cela prouve que nous avons eu raison de diffuser de telles informations. Mais au final, lorsque le président français rend visite au Liban et rencontre des délégués du Hezbollah, il n'apporte aucun espoir aux Libanais. Il ne fait que légitimer et renforcer le mouvement. Je ne suis pas certaine que tout le monde autour de nous comprenne la force de pénétration et la prise de contrôle du Hezbollah sur toute la vie courante au Liban. C'est une situation que nous ne connaissions pas il y a 2 ans. Je dirais que la situation s'est considérablement aggravée au cours de cette période. Merci, lieutenant-colonel Sared Zehavi et fondatrice du centre de recherche Alma, d'avoir été mon invité. Merci à vous, Mathias. Alors, vous l'avez suivi, Reuven Rivlin, le président de l'État d'Israël, est en visite en Europe. Il était mardi en Allemagne, ce mercredi en Autriche et direction en fin de semaine en France. Et à ses côtés, un invité assez particulier. C'est le chef d'état-major en personne, Aviv Kochavi. Bien évidemment, peu loquace, le général israélien se contente pour l'instant de briefing sécuritaire. On écoute d'abord le président israélien. C'est justement face aux accords d'Abraham que des forces extrémistes avec à leur tête l'Iran cherchent à déstabiliser la région. C'est à toute la communauté internationale de se tenir ensemble sans aucune concession possible contre le programme nucléaire iranien et le soutien iranien aux organisations terroristes qui menacent Israël et toute la région. Nous avons pleinement confiance en nos alliés européens pour qu'ils se tiennent à nos côtés, tant sur le dossier iranien que sur notre combat contre l'utilisation de la Cour pénale internationale contre nos soldats et nos citoyens. Jonathan Serrero, journaliste et spécialiste des questions politiques et diplomatiques, c'est la question qu'on doit se poser cette semaine, et les avis sont partagés d'ailleurs. Pourquoi le chef d'état-major avait besoin de se déplacer en personne et surtout, pourquoi maintenant, Jonathan ? Il est vrai, Mathias, que la présence du chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi, aux côtés du président Rivlin lors de cette tournée européenne peut surprendre, sachant que les tournées effectuées par le président de l'État d'Israël sont plutôt des visites de courtoisie et d'échanges cordiaux, plutôt que des sommets aux enjeux diplomatiques critiques. Sauf que plusieurs dossiers taraudent l'esprit des autorités israéliennes et de la diplomatie, au premier rang duquel l'Iran. L'Iran qui multiplie les provocations, les déclarations belliqueuses, qui enfreint allègrement les accords de Vienne de 2015 et qui exime au grand jour des tunnels souterrains remplis de missiles de précision. Autant de raisons pour Aviv Kochavi de faire le déplacement jusqu'à Berlin et Paris, 2 capitales signataires du fameux accord de juillet 2015, et leur faire passer ce message: Israël passera à l'action si le processus diplomatique échoue. Un processus diplomatique auquel, d'ailleurs, le chef d'état-major de Tsahal ne croit pas peu. On se souvient qu'en janvier dernier, Aviv Kochavi n'avait pas hésité à qualifier d'erreur la volonté américaine d'un retour à l'accord sur le nucléaire. L'autre dossier, Mathias, qui inquiète la diplomatie israélienne, c'est celui de l'enquête ouverte par la Cour pénale internationale contre Israël, une enquête qui vise en premier lieu Tsahal et ses soldats. Il est donc assez justifié que le premier d'entre eux fasse autant de kilomètres pour défendre leur honneur et leur moralité sur les champs de bataille, notamment celui de l'opération Bordure protectrice de 2014. Aviv Kochavi a rappelé au président allemand Frank-Walter Steinmeier les enquêtes minutieuses menées par Tsahal tout au long de ces années, à chaque cycle de violence contre les organisations terroristes palestiniennes. Il a enjoint par ailleurs le tribunal de La Haye à s'adapter à la nouvelle réalité en cours au Moyen-Orient. 2 messages clairs, Mathias, qui s'ajoutent au ballet diplomatique observé du côté de Moscou en ce moment. Fait rare, des représentants du Hezbollah ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov. Raison de la visite, la reconstruction de la Syrie, l'avenir de Bachar el-Assad à la tête de la Syrie et l'influence iranienne, bien évidemment, dans la région. Un dossier évoqué notamment par le ministre des Affaires étrangères israélien Gabi Ashkenazi, lui aussi reçu à Moscou par Sergueï Lavrov. Ça bouge, Mathias.
Eh oui, ça bouge, merci Jonathan. Ça bouge également du côté du nord du pays. Jonathan, vous allez suivre également ce reportage signé Ava Merji. Elle était en visite au nord du pays avec des ambassadeurs étrangers, des diplomates européens dans les tunnels du Hezbollah. Regardez, on en parle juste après. C'est sans doute le plus imposant tunnel offensif découvert par Tsahal à la frontière entre Israël et le Liban. Une menace neutralisée en 2019 lors de l'opération Bouclier du Nord, mais qui encore aujourd'hui ne laisse planer aucun doute sur les intentions du Hezbollah. Nous sommes ici dans un des tunnels qui avait été creusé par le Hezbollah libanais dans le but de s'infiltrer en Israël. Vous voyez les systèmes de communication, ces câbles où il y avait de l'électricité, l'eau et le téléphone même. Mais ce tunnel a ensuite été neutralisé par Tsahal qui a bloqué sa sortie. Descente dans les profondeurs, jusqu'à 79 mètres sous terre. À travers ces galeries qui pénètrent de 250 mètres en territoire israélien, 10 ambassadeurs européens en Israël assistent au briefing du lieutenant-colonel Jonathan Kodrikus. En prévision d'une attaque, le Hezbollah a mis des années à creuser et équiper ses souterrains de manière avancée. C'est absolument étonnant. Étonnant qu'on puisse dépenser autant d'énergie pour des fins destructrices. Quand on nous dit qu'on estime les coûts de la construction de chaque tunnel à 5 millions d'euros ou de dollars et qu'il y a 6 tunnels, je pense à toutes les choses positives qu'on aurait pu faire avec cet argent et avec cette énergie, avec le travail investi pour le bien-être des populations du Liban. Donc il y a quelque chose qui me choque là-dedans. L'Union européenne a reconnu la branche militaire du Hezbollah comme organisation terroriste en 2013. Depuis, certains pays ont adopté des sanctions supplémentaires partielles contre l'influent proxy iranien. D'autres, comme les Britanniques en 2019, ont davantage serré la vis. La Grande-Bretagne a totalement interdit le Hezbollah, aussi bien sa branche terroriste que récemment son entité politique. Nous considérons clairement que le Hezbollah est une organisation terroriste, qu'il représente une menace pour Israël et pour la population libanaise elle-même. Israël en quête d'un soutien international, un travail de longue haleine jugé indispensable pour espérer couper les vivres au terrorisme. Et nous retrouvons justement Madame l'ambassadrice de Slovénie en Israël, Anderja Pukart-Martinez. Première question d'abord, c'est quoi être ambassadrice en Israël en période de tension au Proche-Orient et en pleine crise de pandémie mondiale? C'est mon premier poste en tant qu'ambassadrice, donc je suis très heureuse d'être ici en Israël. Les habitants sont très gentils et accueillants, donc je me sens très à l'aise. Alors rentrons dans le vif du sujet. Racontez-nous vos impressions après avoir vu le dispositif du Hezbollah depuis les airs et sous terre à la frontière avec le Liban. Le voyage que nous avons fait aujourd'hui était très intéressant parce qu'il nous a permis de découvrir à quel point la situation sécuritaire est complexe ici, à la frontière nord. Et nous avons aussi vu comment les habitants vivent ici de manière générale. Nous avons pu voir quelles activités ils pratiquent et comment la vie se déroule dans cette région. On l'a entendu dans le sujet d'Ava Merji, les diplomates ont été étonnés de voir la structure souterraine mise en place par le Hezbollah. C'est aussi votre avis? Oui, nous avons été très étonnés par ce que nous avons vu, par la longueur et la structure de ces tunnels qui ont été construits. C'était vraiment impressionnant. Les tunnels étaient grands et vastes. Nous y sommes descendus un moment et nous avons pu observer la longueur des structures. Donc oui, nous avons été très surpris. Et Madame l'ambassadrice, votre pays, la Slovénie, a d'ailleurs été plus loin que beaucoup dans l'Union européenne, notamment nommer le Hezbollah comme entité terroriste. Pourquoi ? Nous faisons partie de l'Union européenne et de ce fait, nous décidons ensemble d'une seule voix de la politique étrangère de l'Union. Donc nous avons déjà mis en place des sanctions contre le Hezbollah et en décembre dernier, mon gouvernement avait déjà décidé d'appliquer de nouvelles sanctions contre le Hezbollah, notamment en le désignant comme une organisation terroriste. Non seulement cette organisation menace la stabilité dans la région, mais en plus, elle mène des activités à une échelle plus large, en Europe par exemple. Donc nous pensons que pour soutenir la paix, ici dans la région, c'était quelque chose que nous devions faire. Et c'est pour cette raison que nous avons pris cette décision l'année dernière, au mois de décembre. Mais est-ce que vous pensez être capable de convaincre également sur ces positions vos homologues européens ? Oui, nous avons beaucoup d'informations sur les activités du Hezbollah.
Et en plus de notre approche commune, chaque pays de l'Union européenne a ses propres positions et sa propre manière d'appréhender cette question qui est problématique. Bien sûr, il y a de nombreux éléments très complexes et chaque État membre est libre de décider comment il prendra ça en compte. Donc c'est un sujet qui est très complexe et nous mettons constamment en place des actions de coordination au sein de l'Union européenne pour traiter cette question. Alors je repose la question de manière un peu plus différente. Comment convaincre des pays qui refusent de reconnaître le Hezbollah comme organisation terroriste ? Comme je viens de le dire, nous possédons déjà de nombreuses informations concernant les activités du Hezbollah et les États membres ont des avis et des sensibilités différentes relatives à ce sujet. En ce moment, nous faisons en sorte que ces positions évoluent afin d'avoir une position aussi homogène que possible. Mais c'est à chaque pays de décider quelle approche il souhaite adopter lorsqu'il s'agit de sanctions individuelles et nationales. Et au final, est-ce que vous ne craignez pas que l'Iran frappe en retour sur le sol européen si vous ciblez le Hezbollah ? C'est une question difficile parce que je suis sûre qu'il y a plusieurs choses en jeu. Mais en ce qui concerne la décision que mon gouvernement a prise, nous savions que c'était ce qu'il fallait faire. Merci, Madame l'ambassadrice de Slovénie en Israël. Merci. Merci beaucoup. Précisons que cette visite de diplomate européen a été rendue possible grâce à l'organisation Elnet, notamment Benjamin Toiti et Yossi Abar-Vanel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, élection législative en Israël oblige. Pas d'émission. La semaine suivante, ce sont les fêtes de Pessah, donc en Israël. Très bonne fête. L'occasion pour moi de vous souhaiter très bonne fête à tous les téléspectateurs qui nous suivaient bien de manière fidèle toutes les semaines. Vous connaissez l'adage, soyez en sécurité au monde de la défense. À très vite sur nos antennes.